juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut sportif, c'est Arnaud, je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de sport et pas uniquement de triathlon, mais avant tout, eh bien, je salue mon ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Comme je le disais, on va pouvoir parler de plein de sports et pas que d'Ironman. En tout cas, je suis très heureux de recevoir notre invité Sébastien Belin. Salut Sébastien. Bonjour à tous. Sébastien, on est enchanté de te recevoir sur le podcast. On a une habitude justement sur notre podcast, c'est de donner la parole à nos invités pour la première question, pour qu'ils se présentent. Donc dis-nous tout, qui est Sébastien Belin? Qui suis-je? Je suis né au Brésil de parents belges. Mon père travaillait pour des boîtes pharmaceutiques. On a beaucoup bougé. J'ai vécu, comme j'ai dit, au Brésil, aux États-Unis, au Danemark, en Italie, en Belgique. Et je me suis retrouvé à l'université. J'ai reçu une bourse au fur et à mesure. Bon, ma passion, c'était le tennis et le foot. Mais comme j'ai beaucoup grandi, j'étais assez grand. J'ai maintenant 2,4 m. Et en high school, j'arrêtais pas de pousser. Et comme j'avais beaucoup d'amis américains, ils ont dit, écoute, c'est presque criminel de ne pas jouer au basket quand on est grand comme ça. Alors, j'ai pris ce goût au basket. Je faisais partie de l'équipe nationale belge junior. J'ai reçu une bourse pour aller aux États-Unis, jouer là-bas aussi en NCAA. Et j'ai eu une carrière professionnelle en Italie et en Belgique pendant 15 ans. Après cette carrière-là, je suis tombé dans l'entrepreneuriat. J'ai créé avec des amis à moi une boîte dans la production automatisée de matchs de basket. Une petite boîte qu'on a vendue en moins de 3 ans. Et puis, j'ai été un des chanceux survivants de ce 22 mars 2016 où je me suis trouvé à 5 mètres de la deuxième bombe qui a explosé mes jambes, j'ai presque tout perdu. J'ai perdu la vie, j'étais à 2 doigts de la mort. J'ai pu m'en sortir. J'ai eu beaucoup de chance, comme j'ai dit. Et cet événement, ce jour-là m'a beaucoup changé la vie, ma perspective, la façon que je me suis reconstruit. Et je suis tombé dans le triathlon en faisant partie de cette nouvelle approche de vie, cette nouvelle envie de me reconstruire avec un petit astérix, comme on dit, hein, une nouvelle approche à la vie. Bon, mais tu as été super vite. Avant de revenir justement sur ce 22 mars 2016 qui a changé pas mal de choses chez toi, je te propose déjà qu'on revienne un peu à toi. Tu nous dis que tu avais un papa qui travaillait dans le pharmaceutique et donc que vous avez beaucoup bougé. Vous avez été aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, en Italie, si je ne m'abuse. Il manque quoi? Danemark, en fait, le sport me permettait, c'était un peu mon passeport, hein, changer de ville, de culture, de pays tous les 3 ans et demi, tous les 2 ans. C'était très difficile en tant que gamin, de nouvelle école, nouvelle culture, comme je dis, nouveaux amis. Et le sport m'a vraiment permis de pouvoir avoir ma calling card, hein, ma carte de visite, puisque sur un terrain de foot ou un terrain de tennis, je me trouvais vraiment comme égal. C'était un peu ma façon de m'introduire, hein, de pouvoir avoir je pense que sur un terrain de foot, on est tous égaux. Hein. On s'en fout si on parle telle langue-ci, son père est à ce job-ci ou quoi que ce soit. Le sport m'a vraiment permis d'égaliser et de m'introduire dans des nouvelles cultures. C'était vraiment ma calling card
pendant tellement longtemps. C'est peut-être pas pour rien qu'on parle de passe sport, n'est-ce pas? Exact, c'est exactement ça. Tu as commencé par le foot et le tennis avant d'être happé par le basket. On est quand même vachement loin du triathlon et en l'occurrence de l'Ironman qui est un triathlon, alors je dirais pas forcément de l'extrême, mais en tout cas on est déjà sur une belle épreuve d'endurance. Comment est-ce que tu étais quand tu étais sportif, justement? Est-ce que tu étais sportif et plus jeune? Est-ce que tu étais un hyperactif? Est-ce que tu étais un touche-à-tout? Qu'est-ce qui t'intéressait dans le sport, en fait? Ouais, c'est une très bonne question. En fait, tout. J'étais obsédé du sport. Franchement, moi, je ne regardais jamais la télé. Les films, c'était pas mon truc. Par contre, s'il y avait un match de foot, un match de tennis, que ce soit Stefan Edberg, que ce soit Ivan Lendl, que ce soit, enfin, je me date là, hein, mais euh, n'importe quel sport, je voulais y regarder ou jouer, hein, que ce soit le ping-pong, que ce soit n'importe quel. J'adorais le sport, j'adorais ce concept de se défouler, de pouvoir, oui, me challenger dans n'importe quel sport. Et c'était surtout, bien sûr, le foot et le tennis qui m'intéressaient le plus. À un moment, tu t'es décidé à répondre aux sirènes de tes amis américains qui disaient, écoute, vu la taille que tu fais, il va falloir quand même te mettre au basket. Qu'est-ce qui changeait pour toi entre le foot, le tennis et le basket? Ben, encore une fois, je trouve que le basket, c'est c'est vraiment un jeu d'équipe. Hein. Ça m'intéressait. Là, j'ai commencé à jouer parce que j'avais des amis. C'était encore une fois une façon de m'introduire, de pouvoir passer du temps avec des amis. Mais le basket, pour moi, c'était une vraie passion puisque c'est pas tellement technique. Hein. Quand on parle d'un sport, dans le basket, on peut être un très bon joueur sans jamais vraiment shooter la balle, hein, avoir une forte technique. Si on a cette passion, si on a cette volonté, on peut être un très bon défenseur, on peut être un très bon rebounder, mettre des écrans. Il y a plein de choses dans le basket qui, en fait, nous permettent de mettre en évidence cette passion pour le sport. Sans vraiment, OK, le technique, ça vient, mais au début, on peut juste aller. C'est comme donner une balle à 5 gamins ou 10 gamins et donner une balle et dire, écoute, amusez-vous, quoi. Il y a toujours quelqu'un dans ces 10 qui n'est pas nécessairement, il y a seulement un ballon, hein, il y a seulement une personne qui peut shooter. Et moi, j'adorais ce concept de pouvoir dire que je trouve ma place et j'ai même pas vraiment besoin du ballon. Ça m'intéresserait de faire le parallèle après justement avec le triathlon. Du coup, tu as joué au basket pendant combien de temps et à quel niveau? Ben, j'ai commencé, encore une fois, j'avais jamais touché un ballon de basket avant 13 ans. À 13 ans, c'est la première fois que je touche un ballon de basket et je tombe amoureux de ce sport exactement pour ça, parce que ça me permettait de me défouler, premièrement, mais deuxièmement, ça me permettait aussi de pouvoir exercer ma passion sans cette obsession technique. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui, quand je constate l'état du sport, l'importance n'est pas le résultat, entre guillemets, technique. Hein. Juste parce que tu ne sais pas marquer 10 goals par saison, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon joueur de foot. Tu ne sais pas shooter à 3 points, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un Stephen Curry. Eh ben, ce n'est pas nécessairement que tu es un mauvais joueur. L'important, c'est de faire que ces jeunes jouent à un sport et de préférence un sport d'équipe, des sports où ils peuvent apprendre à faire partie d'une équipe. Et pour moi, c'était vraiment ça, le but du basket. Moi, j'adorais le concept de dire, je peux être même peut-être parfois plus important dans la construction d'une phase pour un coéquipier que l'importance du technique, du shot. Hein, moi, j'adorais ce concept et c'est pour ça que bon, je me suis construit avec cette mentalité de dire, moi, je vais être un pion très important dans une équipe sans devoir toujours toucher le ballon, être un peu plus cérébral dans l'approche et moins technique. Et t'as observé cette stratégie du pion important dans l'équipe pendant combien de temps pour avoir un petit peu le cadre, pour savoir un petit peu combien de temps tu as joué au basket, tu vois? Ah oui, ben j'ai commencé à 13 ans. C'était pas encore à 13 ans, le foot et le tennis, c'était encore mes sports de prédilection.
Et au fur et à mesure, bon, j'ai joué professionnellement, j'ai joué jusqu'à 35 ans. C'est passé par le high school, NCAA, hein, j'ai fait des études aux États-Unis. Enfin, j'ai fait plus de basket que des études aux États-Unis. Et puis, j'ai signé en Italie, dans le championnat italien. Et puis après ça, ouais, j'ai décidé de revenir en Belgique puisque mon épouse, enfin, américaine, a eu un poste comme enseignante. Pour elle, c'était très important aussi de pouvoir enseigner, d'avoir une carrière aussi. Je suis retourné en Belgique et j'ai joué encore 13 ans après ça en Belgique. Et bon, après ça, elle m'a dit que mon épouse m'a dit qu'il était temps de trouver un vrai job. Le fameux vrai job quand on parle avec les sportifs. Exactement. Mais bon, là, j'ai eu la chance, comme j'ai dit, de vraiment pouvoir toujours être dans des équipes de très haut niveau, hein, du top. Et cette approche du basket m'a vraiment aidé. C'est que j'ai toujours su à très jeune âge ce qu'il fallait pour être dans une équipe du top. Comme on dit, c'était un avantage de voir qu'il y a un ballon, hein, et peut-être à un jeune âge, tout le monde veut shooter le ballon. Par contre, moi, je voyais dans la construction d'une phase, je voyais un peu différemment cette approche du sport collectif, du basket. Un peu plus de 30 ans, t'arrêtes le basket et ensuite, parce que un sportif, surtout un sportif de haut niveau, on ne l'arrête pas comme ça. Ok, ton épouse t'a peut-être dit maintenant il faut ranger le ballon, il faut ranger le short et les baskets, c'est le cas de le dire, mais t'as pas dû t'arrêter comme ça. Mais c'est l'âge moyen, non? Enfin, t'avais quel âge exactement là? 35 ans. 35, ouais, donc enfin, je m'en peut-être pas trop bien compte, mais 35 c'est plus ou moins fin de carrière pour un basketteur? Oui, on approche là. On approche C'est ça, hein? là. Ouais, okay. Et en fait, je pense, sans aucun regret, je pense que j'ai joué deux ans trop. C'est-à-dire que j'étais dans ce mindset voilà, c'est une très belle vie, mais l'avantage aussi à moi, c'est que j'ai quelqu'un qui n'a pas cette obsession, on va dire, qui n'a pas ce focus sur le technique, le talent. Qu'est-ce que c'est le talent, hein? Eh ben, tout de suite, moi, je réalisais que j'aurais une après-basket, une après-carrière. Et pour moi, cette transition j'ai toujours vu le basket comme un tremplin merveilleux, une école de vie, hein, que ce soit le sport quand j'étais jeune, mais surtout aussi cette école de vie, puisqu'il y a énormément de parallèles entre le sport professionnel et que ce soit le business, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit plein d'autres choses. Et pour moi, c'était très vite, je savais, la reconversion a été très... Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon, mais la reconversion pour moi a été très, très facile puisque j'avais déjà ça en tête depuis le début. Je savais que techniquement, je n'étais pas un des plus forts. Je savais que techniquement, bon, le basket s'arrêterait un jour. Et ça m'a pas vraiment, c'était pas vraiment mon truc de rester dans le milieu du basket une fois que j'avais arrêté. Moi, j'aime bien d'autres projets, j'aime bien d'autres choses. Je voulais vraiment tourner la page et approcher quelque chose, me challenger complètement différemment. Alors, pour répondre à la question, oui, ça a été vraiment pour moi, une transition qui était déjà préparée depuis longtemps. Et ça doit pas être facile de trouver le bon moment aussi de passer, parce que j'imagine il y a un moment tu arrives un peu au pic de ta carrière et puis là tu te dis bah, est-ce que je continue mais je vais pas pouvoir rester au sommet tout le temps. Il y a un moment je vais commencer à redescendre un petit peu d'une manière ou d'une autre. Et si tu pars trop tard, bah, peut-être que tu as un petit goût de... Enfin, c'est toujours plus... Forcément, si tu pars quand tu es au top, bah, c'est ce qu'on va garder de toi. Et en même temps, enfin, je sais pas, j'imagine ça doit être... C'est une vraie question pour les athlètes pro? Je pense que c'est la reconversion d'un athlète, c'est une chose je pense que c'est un thème qui préoccupe énormément d'athlètes, hein. On parle toujours même les athlètes qui gagnent des millions et des millions. Je parle beaucoup plus grand thématiquement que
financièrement. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait à 35 ans? C'est même pas la moitié de la vie. Hein. Qu'est-ce qu'on fait après pour se motiver, pour avoir une vie de qualité? Hein, la quantité, c'est une chose, mais la qualité, c'est bien plus important. Comment est-ce qu'on va faire fructifier cette passion, cet amour pour la vie, hein, de vivre? Eh bien, comment est-ce qu'on va la faire fructifier une fois que quelque chose qui a été tellement dominant dans sa vie se termine? Et moi, j'ai pu avoir cette passion, j'ai pu la transmettre dans des projets, hein, dans l'entrepreneuriat, s'entourer de bonnes personnes, de bons équipiers qui m'apprennent tous les jours à me challenger dans des thématiques différentes, dans des cibles de focus beaucoup plus très différentes. Et ben, ce challenge que j'avais dans le sport, eh ben, je l'ai retrouvé très facilement dans le monde du business. Il y a un parallèle se fait très, très, très vite entre les deux. Et c'est pour ça que j'ai pu trouver cette approche, comme je dis, facilement, sans devoir vraiment passer par un bridge où on se demande est-ce que je dois le faire ou je ne dois le pas faire. Moi, c'était évident et j'ai pu arrêter comme ça. Comme j'ai dit, en regardant cette transition, j'aurais même dû arrêter, je pense, un ou deux ans en avance. Et parce que voilà, il faut s'arrêter quand on est encore, entre guillemets, en bon état, hein, et pas forcé. Ouais. Sur la partie un peu pratique, justement, pour finir avec ça, comment on fait pour s'arrêter? Tu vas voir l'entraîneur, tu vas voir le patron du club qui te salarie, puisque tu étais pro, et tu dis, écoute, je sais pas, à l'échéance de mon contrat, j'arrête, à la fin de la saison, après tel match, comment on fait? Enfin, en tout cas, comment t'as fait, toi, finalement? Oh, c'est très facile, hein. Ça, une fois qu'on décide, je crois à l'époque, j'avais un contrat de 2 ans. Je jouais pour Montseno. On jouait en Coupe d'Europe. C'était quand même un contrat assez intéressant. Et j'ai été voir le general manager et j'ai dit, écoute, je ne re-signe pas. Hein, j'ai plus vraiment envie de jouer à un niveau comme ça. Et il faut juste pas re-signer. Et bon, s'ils t'aiment beaucoup, s'ils veulent vraiment, ils vont te faire une offre dont tu peux pas refuser. Mais dans mon cas, ils l'ont pas fait. Alors c'était encore plus facile pour moi. Oui. Et je comprends le parallèle aussi avec l'entrepreneuriat. C'est vrai que t'as besoin. En fait, t'es tellement habitué à avoir une vie intense, en fait, où t'es tellement, t'as ce drive de tous les jours où en fait tu vis plus que pour ça et ça en devient une obsession, hein, quand tu fais du sport de haut niveau ou quand t'es dans l'entrepreneuriat. Et donc tu peux le retrouver très facilement là-dedans. Et je pense que toi, c'est quelque chose que tu avais préparé, en tout cas que tu avais anticipé. C'était assez clair pour toi que tu allais avoir une seconde carrière. Je pense qu'il y a aussi d'autres athlètes qui, eux, vivent peut-être un peu plus dans le moment et en fait, ça leur tombe un peu dessus, la fin de carrière. Et il y en a pas mal aussi. Enfin, après, je ne vais pas faire de généralité, mais ça arrive d'avoir des athlètes justement de super haut niveau qui gagnaient bien leur vie et puis qui se retrouvent en fait alcoolo à la rue parce qu'ils n'avaient pas forcément cette vision. Est-ce que ça, c'est un mythe, t'en connais, c'est quelque chose qui arrive vraiment? Je connais beaucoup d'anciens coéquipiers qui ont eu du mal, hein, Ouais. du mal à retomber à trouver un chemin après le sport qui était aussi, on va dire, passionnant. C'est-à-dire que c'est très dur, hein, pour un athlète si on pique, hein, si on est à notre comment on dit ça en français? Ouais, au sommet, ouais, ton apogée. Si on est à son apogée de sa vie à 32, 33, 34 ans, c'est difficile. Ouais, la descente est longue, quoi. Exactement. Et moi, je savais que le basket, enfin, je me suis construit avec la mentalité que le basket, ce serait jamais mon apogée. Si j'étais connu comme à la fin
de ma vie, si j'étais connu comme un joueur de basket, eh ben, pour moi, j'aurais raté ma vie. C'était jamais le but pour moi d'être avec cette approche. Pourquoi? Parce que bon, c'est comme un athlète. Un athlète, comme on dit en anglais, you're only as good as your last game. Hein? Ton dernier match, c'est ton calling card. Si tu gagnes ton dernier match, eh ben, tu es un bon athlète, hein? Tu es une bonne équipe. Si tu la perds, eh ben, ouais, tu es un perdant. C'est un peu ingrat, mais. C'est la réalité. C'est ça l'équilibre entre. Tu as tout à fait raison, Olivier. C'est le moment présent. Les gros high performers, ils savent se mettre au présent. Ils savent vraiment se focaliser sur le moment présent. Le moment présent, c'est la seule réalité qui existe. Hein? Le passé et le futur, ce n'est pas la réalité. Et se focaliser sur la réalité, le réel, c'est là où les opportunités, c'est là où la vraie vie existe. Et quand on a un mindset sur le présent, on s'est vraiment focalisé sur le présent, eh bien, la vie change complètement. Puisque tout autre que la réalité, ce sont des illusions, assumptions. Et moi, j'ai eu on va dire cette approche pour savoir aussi trouver l'équilibre entre le moment présent, je savais être focalisé. Par contre aussi pouvoir, c'est comme un zoom, hein, on fait un zoom out, il y a le zoom in pour vraiment le moment présent, mais aussi avoir derrière dans la subconscience le zoom out pour relativiser the big picture. Hein, j'adore par exemple cette image des grands peintres qui en fait, c'est comme le Vincent Van Gogh ou quoi que ce soit, que tout leur art, c'est des petits points. Hein, c'est impressionism. Hein, c'est tout des petits points. Et quand on fait un zoom out, on voit un tableau merveilleux. Mais quand on fait un zoom in, en fait, ce sont tous des petits points du moment présent. Ouais, et ça ressemble à rien. Exactement. Et si on faisait vraiment un zoom in, eh ben, c'est tous des petits points. Et quand on regarde à très près un tableau, un impressionisme, de l'art impressionnisme, eh bien, on se dit, mais c'est quoi ça? C'est tous des petits points. En fait, moi, dans ma tête, j'ai ça. Moi, je suis persuadé que le moment présent, c'est tous ces petits points. Et si on les construit bien, eh bien, quand on fait un zoom in, on dit, mince alors, wow, regarde un peu le masterpiece que la vie m'a permis de construire. Et ce moment présent, le moment présent avec l'équilibre du zoom out, eh bien, me permet, je pense, d'avoir une vie équilibrée et pouvoir aussi avancer dans les nouveaux challenges, puisque tout moment présent, ça finit ou ça mène à un autre. Et comme tu disais aussi, j'avais pas l'impression d'être à mon apogée. Est-ce que tu as une apogée dans ta vie ou est-ce que tu en as en fait plein en fonction des différentes phases? Tu as probablement une apogée dans le basket, tout comme tu en auras une autre en tant que papa, en tant qu'entrepreneur, en tant que qu'ami. Enfin, je veux dire, je pense que tu as toujours des hauts et des bas et tu peux avoir une apogée dans un certain domaine, dans une phase de ta vie à un moment. Et puis cette phase redescend, enfin voilà, on passe à autre chose et puis voilà, c'est une nouvelle apogée d'une certaine manière de ton nouveau monde en fait que tu t'es créé, quoi. C'est très bien dit. Et en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que moi, c'est bizarre, hein, mais moi, j'adorais m'entraîner. Et encore maintenant, j'adore l'entraînement. J'adore le travail, entre guillemets, le travail sale. Hein. Quand on pense à un athlète est toujours, entre guillemets, jugé par les matchs. Et je comprends. Pour moi, le match, c'était le zoom out. Hein. Le zoom in, le moment présent, c'était vraiment, pour moi, les entraînements. Comment s'améliorer? Avoir la mentalité que là, c'était incroyable. J'étais payé tous les jours pour m'améliorer physiquement et mentalement, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, le soir.
Hein, j'étais payé 4 heures et très bien payé pour m'améliorer physiquement, mentalement. Mais c'est incroyable comme moment présent. Et moi, j'adorais être présent aux entraînements. Moi, j'adorais m'entraîner. Et encore maintenant, même plus tard dans le triathlon, on en parlera, mais j'adore beaucoup plus que le triathlon lui-même. J'adore aller courir, j'adore être à vélo, j'adore nager, j'adore me sentir que j'améliore de plus en plus mon corps, mon esprit. Tout ça, je pense, c'est quelque chose que je me suis rendu compte très vite. Et ce qui change dans tout ça, c'est la gratitude. Quand on fait quelque chose au moment présent avec énormément de gratitude, on dit « Wow, j'ai vraiment de la chance ». La chance, on se l'attire. Par contre, il y a aussi une approche, un mental qui dit « Wow, au moment présent, j'ai beaucoup de chance. Okay, j'ai beaucoup de gratitude de pouvoir exercer un sport qui me permet de chaque fois me challenger, m'améliorer. » C'est énorme. Et quand on fait ça avec un état d'esprit, quand on a cet état d'esprit, quand on fait quelque chose avec cet état d'esprit, eh bien, je pense que ça met des lunettes, hein, une perspective de vie, mais complètement différente. Et quand tu dis que tu apprends et que tu t'améliores tous les jours, avec l'âge aussi, enfin, je sais pas, tu as quel âge là maintenant ? Et maintenant, j'ai 45. 45. Bon, en général, on dit que tu atteins ton pic de forme physique à 28 ans et puis que doucement, ça commence à se dégrader un petit peu. Mais donc, il y a un moment où tu dis, bon, bah aussi, avec l'âge, forcément, tu seras un peu moins explosif. Enfin, tu vois, j'étais dessus. Donc, physiquement, tu pourras pas forcément t'améliorer de jour en jour, ou en tout cas, physiologiquement, ça va pas dans le même sens, quoi. Quand tu dis, je m'améliore tous les jours physiquement, comment est-ce que tu fais du coup et sur quoi est-ce que tu te bases pour dire voilà je m'améliore physiquement tous les jours? Ouais, c'est une super question. Et en fait, le vrai moteur, c'est le mental. Hein? Le vrai moteur, c'est le mental, c'est l'approche qu'on met mentalement. Si je devais vraiment, avec tout ce que j'ai appris dans le sport, pour mettre un chiffre à côté, je pense que le mental, c'est, on va dire, 70% de l'équation et le physique, c'est 30%. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus ironique, puisque l'expérience, pour moi, on apprend énormément avec l'expérience. L'expérience, pour moi, c'est clé. Et un jeune athlète, il va se dire, le mental n'est pas assez, on va dire, développé pour se dire, waouh, le physique, c'est l'ironie. C'est que quand l'expérience existe, est vraiment là, la vraie expérience, eh bien, le physique n'est plus là. Par contre, oui, les grands athlètes, hein, si on regarde les grands athlètes, eh bien, le mental est tellement fort que ça peut surmonter le manque physique. Mais si on peut lier les deux ensemble très vite, eh bien, on réalise que là, c'est la vraie force. Hein? Lier le mental, le moteur, au physique. Et je pense que plus tard, pour répondre à ta question, je pense que plus tard dans ma carrière, eh ben, l'ironie, c'était physiquement, puisque j'avais un peu plus de mental et vraiment de force d'expérience, eh ben, c'était comme si mon physique était comblé encore plus fort par le mental. Et c'est quelque chose que j'ai vite appris, c'est que moi, si on devait vraiment, quand j'ai commencé, même après mes blessures, mais vraiment après mes blessures graves, mentalement, je me sentais en meilleur état comme triathlète, équilibré, même handicapé, que quand j'étais basketteur. C'était vraiment étrange pour moi de dire, waouh, je me sens plus confiant physiquement, même si je suis handicapé, même si j'ai eu des blessures énormes, eh ben, je me sentais beaucoup plus physiquement fort après les attentats que quand j'étais basketteur professionnel. On va y revenir, mais oui, après, une autre solution, évidemment, c'est d'avoir 20 ans d'expérience à 28 ans.
Et donc là, du coup, tu es au top. Je pense notamment à notre cher ami Sam Laidlow, qu'on a eu aussi sur le podcast, qui avait démarré le triathlon à 4 ans. Et là, la preuve, il en a 25, je pense, maintenant. Et voilà, et il fait champion du monde, là où pendant des années et des décennies, on s'est toujours dit, les sports d'endurance, les longues distances, il faut développer... des tissus musculaires, des fibres longues, et ça on n'a que avec l'âge, etc. En gros, c'était pas possible. Et là, on casse un peu les mythes justement. Donc en fait, est-ce que c'était pas plutôt plus une question d'expérience, comme tu dis, et de mental, plus qu'une question physique. Donc c'est vrai qu'on a tendance à chambouler un petit peu les codes en ce moment. Et pour revenir sur ce que tu disais aussi, la performance, en fait, le fait d'être meilleur tous les jours, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'être meilleur en termes absolus, donc par rapport au reste de la population, ou bien est-ce que c'est par rapport à ta catégorie d'âge? Et ça, je pense que ça fait une grosse différence, parce que si c'est... toi, tu peux très bien t'améliorer tous les jours, ça veut dire devenir meilleur au sein de ta catégorie d'âge, et donc évoluer avec les personnes qui ont le même âge que toi. Et donc, dans ce sens-là, je pense que tu peux t'améliorer effectivement physiquement tous les jours, dans le sens où les autres de ton âge auront tendance à plus régresser, et pas toi. Donc, si tu le vois de manière relative, je pense que ça peut se tenir. Oui, mais je pense aussi que là, tu touches à quelque chose encore plus profond. Hein, c'est la comparaison. Ça veut dire que quand on est vraiment focalisé à s'améliorer soi-même, on n'a pas ce besoin de se comparer à d'autres, parce qu'on n'a pas eu la même histoire de vie. Mm-hmm. Okay? Tu n'es pas handicapé. Enfin, je ne pense pas que tu ne sens plus rien. Moi, je ne sens plus rien dans ma jambe gauche, du genou jusqu'au pied. Alors, mon amélioration, mon challenge va être très différent que le tien. Et je pense qu'il y a une chose qui est primordiale dans la vie, c'est comme un frein à main. Hein, le frein à main le plus important, c'est mon expérience qui le dit, dans l'amélioration de soi-même, c'est l'ego. Hein. L'ego ne sait pas vivre si on ne compare pas. Tout ce qui est quand on mesure, quand on compare, eh ben, on donne une autoroute à l'ego à exister. Si on ne compare pas et si on ne mesure pas, eh ben, c'est impossible pour que l'ego existe, puisque l'ego a besoin de mesurer. Ah, est-ce que je suis meilleur que l'autre? Est-ce que j'ai atteint 2 minutes? Est-ce que je n'ai pas atteint 2 minutes? Est-ce que j'ai atteint ce palier d'argent ou je n'ai pas atteint ce palier d'argent? Eh bien, tout ça, en fait, quand on a un ego et on mesure, le mental devient très extrême. C'est bien ou c'est pas bien? Mm-hmm. Et comme j'ai dit, moi, je pense que les gens les plus heureux dans la vie sont les gens équilibrés. Hein? L'énergie passe le mieux, c'est comme un fleuve. L'énergie de la vie, ça passe beaucoup mieux quand c'est équilibré, quand c'est pas aux extrêmes. Hein? Une inondation, c'est extrême. Bon, OK, ça donne énormément d'eau, mais il n'y a rien qui est collecté. Ça passe. Il y a un fleuve, un ruisseau qui continuellement, okay, ce n'est pas aussi puissant qu'une inondation. Par contre, c'est constant. Et le constant, c'est l'énergie constante de la vie. Ça c'est puissant, le momentum. Et créer du momentum dans sa carrière, créer du momentum dans la vie, je pense que c'est la chose la plus importante. Et si on veut créer du momentum, je sais que c'est très ironique d'entendre un athlète professionnel dire que voilà, la comparaison, c'est excusez-moi, c'est nocif, entre guillemets. Hein, c'est pas que c'est bien ou mauvais. Moi, ce qui m'a vraiment permis dans ma après-carrière de vraiment faire une énorme différence, et c'est pour ça que j'adore le triathlon, c'est que moi, j'ai aucune envie de me comparer à n'importe qui. Moi, le triathlon, quand je sors courir, quand je sors sur mon vélo, quand je sors nager, je m'en fous. Je m'en fous du temps ou de
la rapidité. Je ne suis pas professionnel. J'ai été professionnel. Moi, c'est dans mon passé. C'est bon, tu as déjà fait tes preuves, quoi. Mais ce n'est même pas mes preuves. Non, mais c'est ça, mais tu n'as plus rien à prouver, entre guillemets. Tu t'en fous du regard, entre guillemets, ou de ce que les gens pourraient penser. C'est exactement ça. C'est que moi, mon moment présent, c'est que j'ai presque une obsession à m'améliorer moi-même. Mhm. Okay? Et si mon amélioration est moins, on va dire, il y a moins d'étincelles côté qualitatif que d'autres, ben voilà. Mais je veux être équilibré, je veux être un père, je veux être un athlète, je veux être un entrepreneur, je veux être plein de choses. Et trouver cet équilibre entre toutes ces choses-là, eh ben, me permet, je pense, si je peux donner un petit astuce, c'est de moins mesurer. Parce que quand on mesure moins, eh ben, on donne moins la place à l'ego à exister. Et quand on n'a pas cet ego en tête, du bon et mauvais, les deux extrêmes, on trouve beaucoup mieux de résultats. Ouais, c'est super intéressant, faut aller chercher la nuance. Mais ça reste, je trouve, difficile d'améliorer quelque chose que tu mesures pas. Ben, je sais pas, en tout cas, c'est ce que souvent on dit, hein, tu ne mesures que, tu n'améliores que ce que tu mesures. Tu sais, t'as besoin d'avoir de la data, t'as besoin de pouvoir comparer, même toi, avec toi-même, hein, mais justement, c'est comment tu sais, en fait, que tu vois, si tu t'es amélioré, c'est que t'es devenu meilleur. Comment est-ce que c'est juste un feeling, tu vois, c'est un sentiment, je me sens mieux, je me sens meilleur, tu vois, ou, enfin, comment tu... C'était comme le John Lennon dans une interview de John Lennon des Beatles. Quand le prof lui pose la question, qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Et John Lennon répond, je vais être heureux. Et la prof lui dit, tu n'as pas compris ma question. Et John Lennon lui répond, non, tu n'as rien compris à la vie si tu me demandes ça. C'est le but de la vie, c'est être heureux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la data pour comparer à d'autres, pour sentir heureux? Moi, quand je cours dans la forêt et je me dis, waouh, il pleut un peu, je cours, il y a 6 ans, j'étais presque à mort. Là, je suis heureux, là, je suis comblé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la data pour me dire, ah non, non, là, tu es heureux, Seb. Tu es vraiment heureux, là. Là, il y a la data qui montre que tu es heureux. Non. En fait, c'est ça le comble de la vie. C'est que quand on arrête de mesurer les choses primordiales, hein, la discipline, la tolérance, l'empathie, la gratitude, l'amour, toutes ces choses-là, on ne sait pas les mesurer. C'est pas mesurable. Mmh. Hein? L'amour que j'ai de mes 2 filles, que je reçois de mes 2 filles, est-ce que je vais mesurer? Ah, aujourd'hui, tu m'as donné 70% d'amour. Non, on ne sait pas mesurer ces choses-là. Et en fait, c'est ça le gros débat que j'ai avec mes amis. Je comprends que, attends, la quantité, c'est important. Okay? Un business doit se faire de l'argent. Un athlète professionnel doit être mesuré en wins and losses. Je comprends tout ça. Par contre, il faut être conscient de la réalité. Et la réalité, c'est que si on crée un mental qui mesure tout le temps, en fait, on crée un mental qui voit que des limites. Mmh. Puisque tout ce qui est mesurable, il y a une limite. Hein? Mais tout ce qui n'est pas mesurable, il n'y a pas de limite. L'amour, il n'y a pas de limite. Mmh. La gentillesse, il n'y a pas de limite à ça. On ne sait pas mesurer ces choses-là. Et quand on apprend à son cerveau de focaliser sur la qualité, le non mesurable, en fait, on crée un cerveau qui ne voit pas de limite. Alors, quand il y a un challenge qui arrive, on dit, ben, je vais le faire. Il n'y a pas de problème, je vais le faire. Puisqu'on ne voit pas de blockage. Quelqu'un qui approche et qui vous amène un challenge, vous dit, voilà, tu dois courir ce marathon en moins de 3 heures, ben, le cerveau va tout de suite, s'il est habitué à dire, OK, voilà, à mesurer, il va tout de suite dire oui ou non. C'est possible ou pas? Et il va mettre en plan d'attaque pour dire qu'est-ce que je dois faire pour arriver à courir moins de 3 heures. Mais c'est limitant, ça. Puisque le but de créer, ce n'est pas le but d'être heureux. Le but, c'est de courir en moins de 3 heures. Ouais. Tu vois? Et ça change complètement la vie, ça.
Moi, je suis beaucoup un meilleur entrepreneur, mais 10 fois meilleur, parce que j'ai arrêté de mesurer. Je ne dis pas que la mesuration n'est pas importante. Je ne dis pas ça. Je dis que mon focus n'est jamais la quantité. Jamais. Mon focus, c'est 100% la volonté de m'améliorer qualitativement. Quand je vois un exemple d'amour, de gentillesse, d'empathie, de tolérance, ben c'est comme si je demande à mon cerveau de zoomer au moment présent et de faire une photocopie de cet exemple. J'apprends constamment à mon cerveau de ne pas voir de limites. Et quand on apprend ça, eh ben, OK, les gens peuvent m'appeler un big hippie ou un utopien, mais je demande, essayez de toujours construire votre cerveau avec ce focus d'exemple de qualité, le non mesurable. Et je vous garantis, grattez vraiment je parle dans les champions, je vous garantis qu'à la fondation, les Nadal, les Federer, les Luc Van Lierde, mon entraîneur, le premier Européen à gagner le Ironman de Hawaï, pas une fois, 2 fois. Et puis, il a entraîné un athlète aussi qu'il a gagné, Frédéric Van Lierde. Frédéric, qui était sur le podcast aussi. Exactement. Grattez un peu, allez voir le vrai motif de ces athlètes, de ces légendes du sport. Vous allez voir que la quantité n'a rien à voir dans leur approche. Ils ont des familles, des enfants, ils ont une passion pour la vie. Nadal, c'est une île, c'est une culture. Grattez un peu et allez voir ce que c'est ces athlètes. Eh bien, Sam Ludlow, à 4 ans, j'imagine qu'il le faisait avec ses parents, avec son père, Qu'est-ce qui crée un vrai athlète? Est-ce que c'est la quantité ou c'est la qualité? Bon, demandez à ces gens-là et je vous garantis que c'est pas seulement la quantité. Non, c'est beaucoup plus la qualité qui crée. C'est non mesurable. Bon, j'en prends pour mon grade, moi qui ai tendance à tout vouloir mesurer, quantifier et structurer dans mon esprit assez cartésien. Mais après, ça me parle en tout cas ce que tu me dis aussi, donc ça me parle aussi. et donc, tu es né au Brésil, de parents belges, tu as été étudié aux États-Unis, tu as été basketteur pro en Italie, bref, tu as pas mal bougé. Tu es revenu en Belgique à quel moment? En fait, mes parents se sont divorcés quand j'habitais en Italie. Et je suis retourné en Belgique avec ma maman. Je suis arrivé à 13 ans. Je suis de retour en Belgique à 13 ans. Et de là, je suis resté en Belgique à 5 ans. Et à 18 ans, je suis parti pour les États-Unis. Okay. Et puis après ça, j'ai joué 2 ans en Italie. Et puis encore 13 ans en Europe. Mais j'habite en Belgique depuis 2002. Ouais. Et bon, tu nous as parlé aussi rapidement de ces attentats de Bruxelles. Ça a été une sacrée étape aussi dans ta vie. On peut revenir un petit peu là-dessus. Je pense que tu en parles de manière assez ouverte. Oh, oui, il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'était une très rude épreuve, mais c'est une épreuve qui m'a permis d'avoir le mindset de survivant. Et raconte-nous un petit peu alors, comment ça s'est passé. Toi, tu faisais quoi ce jour-là? T'étais où? Ben, je retournais à New York puisque en 2015, on avait vendu la petite boîte là qu'on avait commencé de production automatisée. On avait vendu cette boîte à un groupe d'investisseurs américains. Et là, j'étais à Paris le 21 mars pour signer un gros deal avec la LNB, la Ligue nationale de basket. Et j'étais à l'aéroport parce que je devais retourner à un board meeting, un peu briefer le board de ce contrat qu'on allait signer avec la LNB. C'était un énorme contrat.
Et c'était avant les Zoom et avant le Teams. Hein, c'était en 2016. On aimait encore faire des meetings face-to-face pour bien parler stratégie. Et donc, j'étais à l'aéroport pour prendre l'avion pour retourner à New York, où on avait le nouveau siège de la boîte était à New York. Donc tu te retrouves là, en transit entre Paris et New York, justement à Bruxelles, le 22 mars, le jour où l'attentat est lancé. Exact. Et voilà, c'est un événement où pendant 1 heure et demie où je me battais pour rester en vie, et ben le moment présent n'a vraiment pas été facile. Hein. Par contre, oui, j'ai eu vite cette notion cette volonté de ne jamais être considéré comme victime. Hein. Je ne voulais pas que ces terroristes ou ces personnes aient leur empreinte sur moi de victime. Une victime, c'est quelqu'un qu'après le challenge devient moins, hein, et moins qu'avant. Un survivant, c'est quelqu'un qui surmonte, qui devient mieux. Moi, je suis persuadé que je suis mieux qu'avant. Je suis handicapé, je ne sens plus rien dans ma jambe gauche. J'ai eu du métal, j'ai eu 13 opérations depuis. Voilà, j'ai eu de la peine. Par contre, ça m'a appris aussi à comment me reconstruire, à comment grandir, comment aborder la vie peut-être un peu différemment, plus équilibrée. Hein, puisqu'aller d'un handicap, aller d'un athlète professionnel et se retrouver handicapé sur un lit pendant 4 mois, je ne pouvais pas bouger, eh ben, c'est sûr que ce sont des deux extrêmes. Et les deux extrêmes ont permis de trouver encore plus mon équilibre, je pense. Et de passer d'un lit d'hôpital à une chaise roulante pendant des mois et des mois à me reconstruire, eh ben, ça a été une épreuve rude, mais avec le mental de dire jamais de la vie, je laisserai quelqu'un donner le pouvoir à quelqu'un d'être sa victime. Je ne suis pas une victime, je suis un survivant. Tu penses que tu as survécu justement parce que tu avais un mental de sportif de haut niveau, ou tu penses que ça n'a rien changé, ça aurait été la même chose? Je pense que j'ai survécu grâce à mon mental, hein, ça c'est sûr, mais je pense que ce n'est pas que les sportifs de haut niveau qui ont ça. Hein. Je pense aux artistes, aux musiciens, aux gens qui ont une envie de focaliser sur leur passion, hein, sur le non mesurable. Quelqu'un qui adore faire quelque chose, que ce soit mais n'importe, ça va pas être seulement, ça peut être un prof qui adore enseigner à ses élèves. Quelqu'un qui vit avec de la passion, avec le non mesurable, c'est quelqu'un qui, je pense, dans les moments les plus difficiles, ne verra pas de limite au moment présent. Okay? Il aura une grosse conscience entre la réalité du moment, mais ne verra des solutions pour s'en sortir que quelqu'un qui mentalement a toujours voulu mesurer, entre guillemets, parce que quelqu'un qui mesure tout le temps, c'est quelqu'un qui sera limité. Alors c'est vrai que quand on se trouve au milieu d'un état de guerre, hein, où il y a des gens qui sont morts à côté de vous, où il y a des jambes, des bras, enfin c'est de l'horreur. Eh bien, si on a un mental qui voit des limites, ces choses-là vont nous dire, ouais, écoute, là, il y a des jambes, mes jambes saignaient, n'arrêtaient pas de saigner, je sentais plus rien. J'avais ma hanche qui était déjectée aussi. Eh ben, c'est sûr que si on voit une approche, un mental qui voit que des limites, eh ben, ça va être encore plus difficile puisque tout ça, c'est très limitant. Par contre, si on a une approche qui ne voit pas des limites, on dit, waouh, OK, la personne à côté de moi, ça, c'est une victime, elle est morte. Okay? Par contre, moi, j'ai survécu. Hein, c'est la faille, entre guillemets, dans le mental positivement qui nous permet de dire, écoute, moi, j'ai survécu et je vais le faire. Je vais trouver un moyen d'arriver parce que je ne vois pas de limite. Je suis encore en vie au moment présent. Je suis en vie.
Et cette approche-là m'a permis de me sortir et de ne pas voir les limites qui étaient autour de moi. Sur le moment même, en fait, il se passe quoi? Toi, tu étais là en train d'aller faire ton check-in, t'étais en train, je sais pas, tu t'allais boire un café, un truc, tout à coup, tout s'est écroulé. Enfin, ça s'est passé comment? En fait, euh, je venais de recevoir ma carte d'embarquement du check-in et, euh, et au moment même, la première bombe qui explose à 50 mètres derrière moi. Et je sens la bombe, je me pose pendant une seconde pour voir un peu, pour prendre la température des choses. Hein. Tout commence à s'écrouler, il y a des cris, c'est épouvantable. Et je prends la décision de ne pas courir vers la porte centrale du hall de départ. Je prends la décision de courir vers le contrôle de passeport, où je sais qu'il y a des policiers et tout ça. Mhm. Euh, mais bon, malheureusement, je cours directement vers le deuxième terroriste. Mais j'ai la chance, bon, que je le dépasse, entre guillemets. Ah, donc tu l'as vu. Moi, je ne savais pas que c'était lui. Ouais, mais je veux dire, enfin, à part après coup, tu t'es. Et j'ai la chance de pas prendre la bombe frontalement, mais un peu derrière. Hein, enfin, derrière lui, mais quand même à 5 mètres. Donc, toutes mes blessures étaient, par exemple, quand on regarde ma jambe aujourd'hui, mes blessures étaient sont derrière mes jambes et pas devant mes jambes. Ok. Et, euh, et voilà, ça m'a complètement mis hors circuit. Et mais encore une fois, j'ai pu avoir je me suis jamais évanoui. Hein. J'ai dû avoir 3 transfusions sanguines quand j'arrive à l'hôpital une heure et demie plus tard. Par contre, je ne me suis jamais évanoui. J'ai toujours pu rester présent pour mettre en place mon game plan, ma stratégie de m'en sortir de cet enfer. Et là, tu te dis quoi du coup? Enfin, tu te dis, ok, il me faut une stratégie, il faut que je. C'est quoi mon plan? Qu'est-ce que je fais, quoi? Exact. Et c'était clair pour toi? C'était très clair pour moi de dire, OK, une chose, il faut être le plus vite possible, il faut se ramener, il faut être dans une ambulance et il faut trouver un moyen d'arrêter L'hémorragie. l'hémorragie. Et c'est-à-dire que, bon, il faut vraiment rester présent parce que les vraies opportunités de vie, ça n'existe pas dans le passé ou dans le futur, c'est au moment présent. Uh-huh. Et je me suis vraiment concentré pour être présent, le plus présent. Et c'est là où j'ai commencé à voir, par exemple, une écharpe qui était à ma droite. Ben, une écharpe est devenue mon tourniquet, hein, mon garrot. Ouais. Il y avait une petite valise sur ma gauche que j'ai demandé, si on voit la photo qui a fait le tour du monde, et ben, il y a une petite valise à côté de moi. Et ben, j'ai demandé à quelqu'un m'apporter cette valise pour que je puisse soulever mes jambes Ouais. pour diminuer un peu l'hémorragie. Ouais. Hein. Et toutes ces petites choses, j'ai vu il y a un moment donné, on va dire une charrette à bagages que j'ai vue à peut-être 10-20 mètres de moi. Et j'ai demandé à quelqu'un de la porter pour que on puisse me mettre sur ce chariot et me transporter plus facilement vers le devant d'aéroport. Puisque ce qu'on savait pas, c'est que on savait pas il y avait à avoir une troisième bombe, hein, puisqu'il y en avait déjà eu 2. Ouais. Et les militaires et les polices étaient en train de sécuriser l'aéroport. Par contre, en sécurisant l'aéroport, oui, moi je perdais du temps parce qu'ils nous avaient mis tous derrière l'aéroport pour nous protéger, mais moi je devais aller devant l'aéroport. Je pouvais pas attendre qu'on sécurise l'aéroport. Alors j'étais très persistant, à que quelqu'un me pousse jusque devant l'aéroport. Voilà, un jeune travailleur m'a poussé jusque devant l'aéroport et je me suis retrouvé tout seul là, dans le noir à un moment donné en disant merde, est-ce que c'était la bonne décision? Et comme par hasard,
quelques minutes plus tard, eh ben, il y a 4 pompiers qui font le tour, c'était près des ascenseurs, là, qui me voient et qui prennent ce chariot, j'étais sur ce chariot-là, qui sous-montent le chariot et qui me portent dehors, qui me portent dehors à l'aéroport, et que c'est là où j'ai eu les premiers secours et j'ai eu la chance d'être un des premiers dans les ambulances. Puisque au moment présent, pour être tout à fait transparent, dans un environnement comme ça, en fait, les secouristes, ils mettent des pancartes sur vous. Hein. Okay. Vert, ça veut dire c'est pas prioritaire du tout. Ok, c'est pas sérieux. Blessure, mais c'est pas des blessures sérieuses. C'est pas urgent, quoi. Okay. C'est pas urgent. Jaune, ça commence à être urgent. Et rouge, c'est critique. Rouge, c'est critique. Et noir, ça veut dire ne perdez pas le temps. C'est quelqu'un qui on ne sait pas sauver. Ouais. Ok, d'accord. Donc laissez-le. Exact. Il n'y a plus rien à faire. Et là, j'ai eu la chance d'être éveillé, parce qu'imaginez un gars de 2,4 m sur un chariot, en train des jambes bousillées et en train de saigner de tous les côtés. On pourrait très vite dire, il n'y a rien à faire. Le gars, c'est bon, il va mourir. Et là, j'ai eu une rouge. J'ai une rouge et j'ai pu regarder dans l'œil le secouriste dans les yeux et dire, écoute, j'ai plus beaucoup de temps, il faut y aller là. Et ils m'ont emmené dans le centre de triage, qui était peut-être à 100 mètres. Et là, j'ai pu être un des premiers dans l'ambulance, dans les ambulances. J'en ai des frissons en tout cas. Et donc, bon, après ça, j'imagine, il y a une grosse période Mais toi, à aucun moment, tu t'es dit, je vais pas m'en sortir, quoi. Toi, depuis le début, tu disais, c'est bon, ça va, j'ai un plan, ou il y a des moments où tu as douté quand même Je suis pas une machine, hein. Je suis humain. Il y avait des moments où j'ai fort douté. Ok, j'ai fort douté. Par contre, encore une fois, j'étais tellement présent que j'étais en paix. J'ai accepté que si c'était le moment où je devais mourir, eh ben, j'allais tout faire pour être en paix. Voilà, je voulais rien laisser sur le terrain. Je dis voilà, je vais prendre ma retraite. Si je dois prendre ma retraite, hein, eh ben, je vais absolument tout donner pour être sûr que y a rien qui peut être, la vie ne peut rien me reprocher. Oui, c'est ça. J'aurais tout fait de toute façon. Et puis bon, bah si c'est comme ça, au moins je sais que. D'accord. Et donc après ça, bon, tu as eu, tu disais, 13 opérations, 4 mois à l'IT. Ça s'est passé comment la rééducation? Oui, quand on dit 4 mois sur un lit d'hôpital, ça veut vraiment dire 4 mois sur un lit d'hôpital. Ça veut dire que je ne savais pas bouger. Hein, et j'avais des blessures qui étaient tellement graves qu'en fait, ils n'ont pas pu commencer à réparer ma jambe gauche jusqu'à. D'abord, j'ai eu des greffes de la peau pour fermer les blessures, tout ça. Ils m'ont mis un fixateur externe pour que on puisse d'abord voir l'état de la jambe, comment est-ce que la jambe allait guérir, allait se réparer, hein, se régénérer. C'est quoi un fixateur externe? En fait, un fixateur externe, ça permet à la jambe de se reconstruire toute seule. Okay, ça veut dire qu'on va fixer avec des clous, on va fixer la position des os qui sont complètement... D'accord, ouais, ok. Comme une broche en métal. Okay. Exact. Mais avant de pouvoir mettre une broche en métal, ce qui est très dangereux dans une jambe qui est complètement ouverte, qui a été complètement ouverte, c'est qu'il y a des bactéries dormantes dans cette jambe. Ouais. Et on ne peut pas mettre une broche dans la jambe avant qu'on est sûr qu'il n'y a plus de bactéries dormantes dans cette jambe. Okay? Parce que c'est très risqué, parce que si une bactérie se met sur le métal qu'on met dans une jambe, c'est catastrophe. Le corps ne sait pas éjecter cette bactérie, puisqu'elle est sur le métal et pas dans la jambe, plus dans la jambe.
le sang ne sait pas atteindre le métal. Ça ne fait pas partie de la jambe. Ouais, Alors, pendant 3 mois, j'ai dû avoir un fixateur externe, mais je ne savais pas si on allait amputer, je ne savais pas si, voilà, on ne savait pas encore comment la jambe allait réagir à ce fixateur externe. Et j'ai beaucoup lu en comment on pouvait accélérer la réparation en naturel. Il y avait 2 choses qui m'ont vraiment marqué. C'est arrêter les antidouleurs. Ça, c'est quelque chose qui était très dur à faire, puisque imaginez les douleurs que je ressentais. Par contre, une fois qu'on arrête les antidouleurs, en fait, on arrête de masquer la réalité à un corps. Puisqu'on ne se rend pas compte la force de son corps. On ne se rend pas compte. Et quand on prend des antidouleurs, eh ben, c'est comme donner le message à son corps de dire c'est pas tellement grave. Oui. Parce que le corps va voir que ouais, t'as pas mal. T'as pas mal, Coco, c'est bon. Tu prends des antidouleurs. Par contre, si tu arrêtes des antidouleurs et tu laisses la réalité du moment présent vraiment ressortir, le corps, il va dire mince alors, le gars, il est en douleur là. Il a vraiment du mal. Et le corps va agir beaucoup mieux, naturellement. Et c'est ça une chose qui m'a vraiment, quand je le redis, quand on peut joindre le mental au physique, mais c'est inouï ce qu'on peut faire. Et là, j'ai arrêté les antidouleurs et j'ai commencé à focaliser beaucoup plus sur l'énergie positive, qualitative. Il faut beaucoup d'énergie pour se reconstruire, pour surmonter ce que j'avais fait. Ce que la vie m'a forcé à faire face. Et l'énergie qualitative non mesurable, eh ben, c'est quelque chose, quand on se reconstruit sur cette énergie-là, eh ben, c'est complètement différent. Focaliser sur le fait que okay, tu vas être handicapé à vie, tu ne pourras pas courir comme avant, faire ci, faire ça, eh ben, c'est limitant. Mais dire, waouh, tu as survécu, il y a 32 morts ce jour-là, toi, tu as survécu, tu peux encore être père, regarde la gratitude que tu as vers la vie en survivant, eh bien, toute cette énergie positive, je voulais focaliser sur ça. Rien que c'est ça. Le négatif, je savais qu'il était là, mais je voulais focaliser sur le positif. Et une des choses que je me suis dit, c'est que, écoute, tu dois trouver quelque chose, un but, un nouveau challenge. Et c'est là où mon rêve d'un jour faire le Ironman est né. C'est que je voulais vraiment focaliser non seulement sur la gratitude, sur cette chance que j'avais d'être encore en vie, mais je voulais aussi trouver un objectif fou, dingue, dans le lointain, dans le futur, mais travailler tous les jours, commencer au moment présent, de dire, OK, je vais faire tous les jours quelque chose, même si c'est minuscule, pour un jour y arriver à finir un Ironman, le Ironman de Hawaï. Incroyable. Bon, bah, du coup, on y arrive, le triathlon, après 1h15, mais passionnant parcours, et je pense que c'est important de remettre le contexte aussi. Ton entraînement, ta préparation triathlon, elle démarre quand? Quand tu es sur le lit d'hôpital déjà ou pas? Ben, sur le lit d'hôpital, la préparation, on va dire, il y a une grosse différence entre se reconstruire et guérir. Beaucoup de gens s'arrêtent à la reconstruction. Mais la guérison, c'est quelque chose de complètement différent. C'est comme dans le software development, dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens s'arrêtent à 80%. Wow, ma boîte, elle est créée, mon concept, tout ça, elle est créée. Mais ce sont les 20% qui comptent vraiment. Et je dis 20% pour mettre, pour mettre un concept derrière. C'est pas pour mesurer. Mais moi, j'étais vraiment très vite, j'étais presque obsédé par la guérison. Je savais, aujourd'hui, on a des soins de santé, mais incroyables. Après un certain bout de temps, je savais, j'étais persuadé que j'allais être réparé, que j'aurais pu un jour remarcher. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment guérir. Et c'est ça que j'adore
avec le triathlon, c'est que c'est une guérison pour moi. C'était une guérison. C'était faire quelque chose un tout petit peu tous les jours, que ce soit dans la natation. D'abord, c'est très bon de nager au début pour pas mettre trop de pression sur mes os qui sont encore fragiles. Le vélo aussi. Eh ben, c'était quelque chose que je pouvais faire tous les jours, un tout petit peu, pour atteindre une plus grosse finalité dans le futur. Et moi, j'adore ça. J'adore ce concept de dire, écoute, tu vas t'entraîner, c'est peu importe la quantité de l'entraînement, mais fais quelque chose tous les jours pour arriver un jour, et on s'en fout quand, arriver un jour à ce but que tu as. Et ce concept de pouvoir le faire dans 3 sports différents, être challengé dans 3, comme je dis, être challengé dans 3 sports différents, pour moi, c'est passionnant. C'est là où je trouve un vrai plaisir dans le triathlon, c'est de ne plus me mesurer vers les autres, mais de pouvoir trouver un challenge pour grandir moi-même dans 3 disciplines différentes. Du coup, l'entraînement commence, faire un petit peu tous les jours, et d'aucuns diraient 1 vaut mieux que 0. Je pense que même si on mesure pas, tu comprends le sens de la phrase. Pardon. Cette idée de challenge exceptionnel, d'aller courir l'Ironman d'Hawaï vient en toi. Tu te prépares un petit peu pour ça. Quelles sont les étapes d'après? Surtout, si tu mesures pas, comment est-ce que tu sais que en toi, tu te sens prêt pour pouvoir y aller et relever ce challenge? Ouais. Mais d'abord, je vais donner un gros clin d'œil au chirurgien qui m'a beaucoup suivi, professeur Koulalis, qui est lui aussi un ancien sportif, un ancien basketteur. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. C'est lui qui a voulu prendre le risque de mettre une barre de métal dans ma jambe. Il a été parfois même contre les autres chirurgiens de l'hôpital. Il a vraiment cru en moi dans cette approche qu'on pouvait sauver ma jambe. Et deuxième personne, c'est Luc Van Lierde, qui m'a entraîné, qui a su l'histoire et qui a voulu rentrer dans cette aventure. Et cette aventure, bon, je dois aussi beaucoup à Luc, puisque Luc, c'est très, très science. C'était le mariage parfait entre les deux. Moi, l'expérience que j'ai dans ma vie d'entraîneur, j'ai eu de super entraîneurs dans ma vie, mais c'est très rare de trouver quelqu'un qui a été champion dans son sport et qui devient un très bon entraîneur. Puisque un champion a du mal à transmettre le nécessaire au prochain, puisque ça devient tellement naturel pour cette personne-là. Et Luc, c'est une exception. Je crois que Luc est encore meilleur, même comme entraîneur, qu'il a été comme athlète. Il ne faut pas oublier que Luc, c'est le premier Européen à gagner le Ironman de Hawaï. Okay? Bien avant les Sam Ludlow, bien avant, enfin, Sam, je ne pense pas, il n'a jamais gagné encore le Ironman de Hawaï, mais Luc, il le gagne 2 fois, en 96 et 99. Et c'est quand même incroyable. Et bon, il a ouvert des portes aux athlètes européens inouïes. Et c'est un petit gars de Bruges comme Luc qui l'a fait, avec une humilité, une simplicité incroyable. Par contre, pour répondre à ta question, oui, Luc, c'est très, très scientifique. Et ça a été le mariage entre les deux. Moi, c'est beaucoup moins scientifique quantitatif. Et Luc, c'est très quantitatif. Et ce mariage, je crois, a permis de construire une histoire et construire une stratégie qui était très équilibrée. Et la prépa commence quand, du coup? Je crois que la préparation, la première fois que j'ai fait, il voulait voir si mon corps était capable de faire un demi-marathon. Et je pense que le premier demi-marathon que j'ai fait, c'est début 2018. Voilà, donc 18 mois après, quoi. 18 mois après les attentats. Ouais. Et une fois qu'il a vu que j'étais prêt, que je pouvais faire, que mon corps était capable de faire un demi-marathon, et puis il a vu aussi que je savais aussi quand même nager. Après ça, on a créé un plan
qui a commencé, je pense, 2019. 2019, oui, parce que ma dernière grosse opération, c'était fin 2018. Et puis, on a commencé vraiment sérieusement à me reconstruire pour le triathlon, pour le Ironman en 2019, début 2019. Donc là, après, j'imagine, comme beaucoup de monde, le Covid est arrivé, ça a un petit peu modifié les plans. Malgré tout, pour toi, le plan, est-ce que c'était d'aller directement à Hawaï ou tu devais te qualifier aussi pour y arriver? Non, puisqu'il y a eu, je ne devais pas me qualifier puisque je suis devenu une histoire Ironman. Et il y a le documentaire. On a créé un documentaire sur cette rebound, qui est maintenant, on est en négociation avec des grosses plateformes pour le documentaire qui a déjà été montré en Belgique. J'ai pas dû me qualifier et de toute façon, je l'aurais pas fait, pour être sincère, si je devais me qualifier, puisque dans ma tête, c'était pas le but. Le but, c'était de le finir, mais pas de devoir me qualifier. C'était vraiment le challenge de pouvoir franchir la ligne d'arrivée, puisque cette ligne d'arrivée du Ironman de Hawaï, c'était la dernière étape, entre guillemets, pour ma guérison. Une fois que j'avais focalisé que si un jour je pouvais franchir cette ligne, eh ben je me serais reconstruit, non seulement reconstruit, mais aussi guéri. Tout à l'heure, tu parlais de la reconversion en tant que sportif professionnel, que toi, c'était quelque chose que tu avais préparé et donc tu as su finalement rebondir, tu as su te reconvertir, tu as su avoir une deuxième ou une troisième vie. Après, il y a eu cet attentat, il y a eu cet objectif de relever ce challenge pour aller franchir la ligne de l'Ironman d'Hawaï. Tu viens de nous dire que pour toi, si tu franchissais cette ligne, ça voulait dire que tu étais guéri de tes blessures et guéri de cet attentat. Qu'est-ce qu'on ressent une fois qu'on passe la ligne et comment ça se passe après? Est-ce que après, justement, pour faire le parallèle avec ta reconversion, est-ce que tu avais préparé l'après? Est-ce que j'ai pas de mots en fait, mais comment ça se passe après? Oui, c'est une superbe question. Eh ben, c'est très facile. Après, on passe à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'épreuve est tellement importante pour moi. Ce journey, c'est pas la ligne d'arrivée entre guillemets, c'est le parcours de ces années pour me reconvertir, pour guérir, ok, avec cette focalisation sur cette guérison, en sachant que oui, le Ironman de Hawaï c'était octobre 2022, mais en janvier 2022 ils ont dû retirer tout le métal de mon corps. Ça veut dire que normalement, je devais faire le Ironman avec support, avec le métal dans mes jambes et dans ma hanche. Mm-hmm. Mais puisque ça a été reporté tellement de fois, eh bien, on ne pouvait plus attendre de retirer ce métal, puisque mes jambes étaient réparées. Et c'est mauvais de garder trop longtemps le métal dans son corps. Mm-hmm. C'est aussi un risque d'infection, comme je disais. Alors, en janvier 2022, ils retirent tout ce métal. Et là, j'ai 8 mois après pour vraiment, j'ai dû prendre un mois pour me remettre sur pied encore une fois, mais j'ai eu vraiment 8 mois pour me reconstruire, pour vraiment préparer le Ironman. Et je savais qu'une fois que c'est vraiment ce parcours, moi j'adore encore une fois m'entraîner. Et une fois que j'ai franchi la reconversion, Hermano, pour bien répondre à ta question, la reconversion pour moi, c'est ce que j'ai ressenti à Knock il y a 1 semaine, il y a 2 semaines. C'est que j'ai fait le 51-50 à Knock et je l'ai fait c'était tellement chouette, je me suis tellement amusé, j'ai pris tellement de plaisir que j'ai pas voulu forcer. Je veux plus forcer. Je le fais par plaisir. C'était tellement beau, les canaux là à travers le Knock et Zout et courir sous la digue, où en tant que gamin, je jouais plein de fois quand on revenait passer les vacances en Belgique.
pour moi, j'ai plus besoin de me mesurer. Je fais vraiment la reconversion, c'est que je fais parce que j'adore. J'aime beaucoup. Et quand on fait quelque chose parce qu'on adore le faire, on se reconstruit, mais on a une énergie, on crée une énergie en soi qui est très différente. Devoir faire quelque chose parce que voilà, on veut un challenge, on veut le faire en moins de 3 heures ou quoi que ce soit, c'est très différent de faire quelque chose parce qu'on a vraiment le plaisir de le faire. Mm. Et c'est ça la reconversion, c'est que maintenant, si j'ai vraiment un jour, je me réveille et j'ai vraiment pas envie d'aller courir parce que mes jambes sont un peu gonflées, j'ai un peu mal aux jambes, ben je le fais pas, je vais nager, hein, ou je vais rouler à vélo. Et cette différence de toujours vouloir, la vraie reconversion, c'est ça, c'est prendre du plaisir à la vie, de faire quelque chose qui me motive encore, qui continue à me challenger, à pouvoir, comme dans le basket, à être qui me permet à rester en bonne santé, à vaincre mon handicap. Ben, je dois plus le mesurer. Je dois plus le faire. Si je cours à 6 minutes le kilomètre, tant mieux. Si je cours à 6,15 ou 6,30, je m'en fous. En fait, je cours même plus avec une montre. Je cours plus avec une montre. Je compte plus quand je fais de la natation. Je compte plus le nombre de longueurs. Je regarde l'heure. OK, il est 8h30 du matin. Eh ben, je sais que pour faire 2 kilomètres, eh ben, ça me prendra, on va dire, 40 minutes. Alors voilà, je nage et si je suis fatigué, ben j'arrête, je stoppe pendant 1 minute. Je remercie la vie de pouvoir encore être là et puis je continue. Et cette reconversion-là me permet d'aborder, de trouver un équilibre de vie qui est vraiment fantastique. J'ai beaucoup de chance. Wow. Écoute, non seulement je suis impressionné, mais en plus, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. Cet été, j'ai eu la chance d'être rejoint par Olivier quand j'ai traversé la France en courant. Et pour rebondir sur ce que tu disais, j'étais dans l'instant présent. J'étais dans le moment. J'ai profité. J'étais juste dans le plaisir, dans le bonheur. Depuis que j'ai franchi ma ligne d'arrivée virtuelle que j'avais moi-même définie, c'est un petit peu plus dur, justement, de trouver ce plaisir, de trouver c'est même pas la motivation d'aller s'entraîner, c'est juste vraiment ressentir le plaisir que je ressentais quelques jours, quelques semaines avant. Donc, il va falloir qu'on discute ensemble en aparté, Sébastien, pour que tu m'expliques tout ça. Regarde, juste un petit exemple, c'est super. Merci d'avoir partagé ça avec moi, cette expérience-là. Mais pourquoi? Pour moi, c'est le vrai enjeu. Au moment présent, tu as ressenti tellement de bonheur, tellement de plaisir. Okay? Pourquoi devoir, encore une fois, ajouter à ce bonheur au moment présent? C'est-à-dire qu'au moment présent, pourquoi est-ce que parce que tu ne mesurais pas. Au moment présent, tu étais tellement content d'être là, sur ton vélo, dans n'importe, enfin, courir dans la nature. Pourquoi est-ce qu'une fois le nouveau challenge mesurable, une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, c'est parce qu'on se crée un challenge limitant encore. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire un 70-30 et je dois le faire en moins de 6 heures. OK, mais on vient d'effacer la qualité qu'on a ressentie. Hein? Alors, si on est professionnel, je comprends que là, OK, il faut se challenger. Mais on n'est pas professionnel. Enfin, moi, je suis pas. Hein? Pourquoi pas s'arrêter au vrai plaisir, au vrai bonheur et focaliser sur cette énergie-là. Je te garantis que cette énergie-là permettra de te construire dans bien d'autres domaines de la vie que de te dire « Ah ouais, je vais faire un autre challenge, je vais le faire en dessous de 6 heures. » C'est limitant, ça. Ce n'est pas cette énergie-là qui va t'employer à vraiment te reconstruire dans d'autres domaines de vie. Tu n'es pas seulement un triathlète. Hein? C'est bien plus important d'être un bon humain ou d'être un bon triathlète. Moi, je prendrais un bon humain. Ouais, je prends aussi le bon humain de manière générale. Alors, le triathlète peut t'apprendre énormément de choses pour faire le zoom out sur l'humain et pas seulement focaliser sur le fait que je suis un bon ou mauvais triathlète. On s'en fout. Prends le plaisir d'être un triathlète et puis après ça, ce sera
la vie change complètement. C'est une belle leçon d'humilité, d'autant plus pour les triathlètes qui en général sont assez orientés performance, mesure, data. Je crois que c'est quelque chose de quand même très particulier aux triathlètes. Le triathlète est un peu un petit côté geek comme ça sur les bords. Il aime beaucoup justement la donnée, la mesure. Donc c'est sympa, ça nous permet d'avoir un peu une autre vision, d'ouvrir un petit peu notre esprit. Avec grand plaisir. Écoute Sébastien, on a passé un peu plus d'1 heure ensemble. On arrive tout doucement sur la fin du podcast. On a une question, toujours la même, pour nos invités. Le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Et donc je te le demande Sébastien, comment devenir triathlète ? Comment devenir triathlète ? Je dirais le plus naturellement possible. C'est aimer la vie, aimer le sport, vouloir trouver une façon à travers le triathlon, 3 disciplines, de se challenger personnellement, sans se mesurer aux autres, trouver une façon tellement naturelle de s'améliorer continuellement, petit à petit. Je pense qu'il n'y a pas meilleur dans la vie de pouvoir s'améliorer, se sentir qu'on grandit dans 3 disciplines différentes. Pour moi, c'était un processus qui est devenu très naturel. Et je souhaite à tout le monde. Wow, super. Eh ben écoute, je te remercie pour cet échange très, comment dire, dans l'instant présent, empreint de beaucoup de réflexion et puis très inspirant. J'espère que notre audience va apprécier autant que nous. Olivier et moi, on l'a apprécié. Nous, on avait la chance de t'avoir en vidéo. Alors je me suis vu réagir et j'ai vu aussi les réactions d'Olivier quand tu parlais et je pense que franchement, ça nous a touchés. Sébastien, où est-ce qu'on peut rester en contact avec toi si on veut suivre un petit peu ton histoire ? Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux ou autres ? Non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, sauf voilà, c'est encore une fois un choix. J'ai rien contre les réseaux sociaux, mais on pourra me suivre, je ne sais pas. Le documentaire va sortir sur, je crois, une très grosse plateforme dans les mois à venir. Je suis pas tellement il faut me suivre, et je suis plutôt dans le fait que tout le monde a son parcours et je pense que mon parcours aura d'autres apogées que peut-être on pourra rediscuter dans le futur. Eh ben écoute, tiens-nous au courant quand le documentaire sortira, on se fera un plaisir de relayer l'info et puis d'aller regarder, évidemment. C'est sûr. Ok, je vous remercie à vous pour cette invitation. Merci à toi Sébastien. On ne s'est pas croisé du coup sur le triathlon de Knock, mais voilà, en tout cas on en a tous les deux eu un très bon souvenir. Et on remercie d'ailleurs Mathias du label Ironman qui nous a mis en contact. Donc voilà, Mathias, si tu nous écoutes, un grand merci à toi. Et Sébastien, du coup, écoute, on suivra quand même tes aventures de loin ou de près. Et puis rendez-vous peut-être l'année prochaine à Knock. Exact. Un grand merci à vous. Salut à tous, salut, à la semaine prochaine, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.